tous, aujourd'hui dans 10 minutes avec Neo4j, promis, en moins de 10 minutes on tient, et on va parler des graph embeddings. Alors, qu'est-ce que c'est ces graph embeddings? Finalement, il y a un blog post sur notre site web, Graph Embeddings AI Learn Solve Problems, qui exprime bien cette transformation. Comme vous pouvez le voir à l'image, on va transformer un graphe en vecteur. Et ce vecteur va avoir des propriétés particulièrement intéressantes et particulièrement prédictives. Alors découvrons en détail ces caractéristiques des embeddings. Alors comment ça se situe finalement par rapport à tout ce qu'on a dans l'écosystème Neo4j aujourd'hui? On peut dire que dans un premier temps, on utilise pas mal les requêtes Cypher pour parcourir des graphes, nos graphes de propriétés avec les nœuds et les relations, et les propriétés sur les nœuds et les relations. Dans cette première étape, on fait de la recherche locale, temps réel, pour des questions spécifiques, et on sait exactement les relations et les données que l'on cherche. Attention, toutefois, si on cherche des choses sur tout le graphe, eh bien, ces requêtes globales peuvent être un peu trop complexes à passer à l'échelle. Pour des patterns globaux, on va plutôt utiliser des algorithmes de graphes, et pour ça, dans le but de rechercher des motifs, des tendances globales. Et on connaît le genre de motifs qu'on recherche, par exemple des communautés. Ou alors, on voudrait chercher quels sont les éléments les plus centraux. Et le choix du bon algorithme et le réglage des paramètres peuvent nécessiter une certaine réflexion, notamment voilà, comment est-ce qu'on paramètre un algorithme PageRank, avec un poids ou pas. Enfin, les embeddings, ce sont des représentations particulières des graphes, et il s'agit de créer un format de données graphe hautement prédictif, sous forme de vecteur, pour l'apprentissage automatique, le machine learning. On sait qu'il y a des données importantes dans le graphe, mais on ne sait pas ce qu'il faut rechercher. Et les résultats ne sont pas lisibles ou interprétables par l'humain. Alors, prenons une définition formelle. Donc, un graph embedding, et en particulier, il peut y avoir des path embedding, des node embedding, des graph embedding en général. On peut représenter sous forme de vecteur un nœud dans un graphe, un chemin, ou un graphe tout entier ou un sous-graphe. Eh bien, on va s'intéresser en particulier, donc c'est ce qui est disponible dans la bibliothèque Graph Data Science aujourd'hui, aux node embeddings. Donc une représentation des nœuds d'un graphe sous forme de vecteurs de faible dimension qui vont capturer la position dans le graphe, la structure de leur voisinage local, et ainsi que tout un tas de caractéristiques possibles des nœuds, donc leurs propriétés. Comment est-ce qu'on obtient ces node embeddings? Grâce à un framework d'encodage, décodage. On prend un nœud, on l'encode en embedding, en vecteur, et ce vecteur va avoir des caractéristiques intéressantes. Donc c'est de l'ingénierie de caractéristiques, quelque part appliquée au graphe, puisqu'on obtient un vecteur qui va pouvoir être utilisé ensuite dans des modèles de machine learning. Ce qui est important ici de noter, c'est que la similarité entre les node embedding va refléter la similarité entre les nœuds du graphe réel. Donc par exemple, dans un graphe d'un club de karaté bien connu dans le monde de la data science, eh bien, on pourrait avoir un nœud Zachary qui va être représenté par un vecteur, et ce vecteur, s'il est de dimension faible, notamment en 2 dimensions, eh bien, on va retrouver Zachary parmi les points de cette représentation graphique. De manière plus générale, en plusieurs dimensions, les réductions dimensionnelles sur les vecteurs embedding ne peuvent pas être tout le temps dimension 2 ou 3. Ça dépend de la taille du graphe et de la complexité. Donc on va encoder les nœuds de telle sorte que la similarité dans l'espace des embeddings reflète, se rapproche, donc une similarité cosinus par exemple, puisque ce sont des vecteurs de décimaux, et bien ça va se rapprocher de la similarité dans le graphe. Si U et V sont proches topologiquement dans le graphe, eh bien les vecteurs de U et de V vont être proches au niveau similarité cosinus dans l'espace des embeddings. Qu'est-ce qu'on a comme algorithme pour calculer, comme encodeur pour calculer les node embedding dans Neo4j? Node2Vec, GraphSedge, FastRP, avec des méthodes différentes. FastRP est beaucoup plus rapide que Node2Vec, qui est très simple et facile à comprendre, et GraphSedge est un embedding inductif qui va se généraliser aux graphes dynamiques. C'est le seul qui est compatible avec les graphes dynamiques. Alors, quels sont les cas d'usage des graph embeddings?
On va voir 5 grandes catégories. La première, c'est la détection de fraude. Et les embeddings, en encodant le comportement normal et le comportement anormal, vont nous permettre de distinguer les transactions normales et frauduleuses en entraînant des modèles prédictifs. Donc l'embedding est en entrée de modèles prédictifs, de prédiction de liens ou de classification de nœuds. Deuxième cas d'usage, la désambiguisation. Ça, on l'utilise en marketing pour fusionner des profils clients qui utilisent des cookies différents. Et comme les cookies, on devient un peu aveugle avec les nouveaux navigateurs, on peut moins se passer les cookies d'un site à l'autre. Du coup, on a des profils qui ont l'air différents, mais en fait, on va capturer les contextes graphes, donc les propriétés, les voisins des voisins, et on va utiliser les maths, des maths très simples pour identifier des embeddings proches et réduire ainsi le nombre de profils. Troisième cas d'usage, l'amélioration des recommandations produits. Alors un embedding, ça peut encoder pas seulement les achats que quelqu'un a fait, mais aussi qui a acheté les mêmes produits, quels sont les autres produits qu'il ou elle a achetés, etc. Donc dans un catalogue produit significatif, les graph embedding vont fournir des recommandations très précises, car elles mettent en lumière mathématiquement les articles proches, même s'ils sont très peu consultés. Quatrième cas d'usage, la découverte de médicaments. Et là, dans le domaine biologique, la biologie, c'est naturellement un graphe. Regardez cette molécule. Et les connexions entre les gènes et les composants chimiques, entre les gènes et les maladies, etc., eh bien, elles portent les causes, elles encodent les causes et les remèdes aux maladies. Donc les embeddings, ils vont encoder les informations, par exemple comment les gènes sont connectés, à quelle distance, quels produits chimiques peuvent modifier un gène, soit par interaction directe, soit par régulation de procédés. Et ces embeddings très riches sont utilisés en entrée de modèles de prédiction de liens pour découvrir des associations inconnues jusque-là entre gènes et maladies et entre gènes et médicaments. Donc on identifie comme ça des nouveaux traitements prometteurs. Dernier cas d'usage, la prédiction de churn. Donc le churn, c'est l'attrition, un client qui quitte un opérateur télécom ou un opérateur bancaire ou n'importe quelle entreprise dont il est client. Et finalement, comment est-ce qu'on va essayer de prédire l'attrition? Eh bien, en encodant dans des embeddings le contexte du client, c'est-à-dire toutes ses interactions avec l'entreprise. Le customer support, les transactions bancaires, est-ce qu'il s'est connecté en ligne, est-ce qu'il est venu en magasin, etc. Alors, voyons tout de suite une petite démonstration des embeddings. Appliquer un cas d'usage particulier, les collecteurs pour les aides dispensées pour les droits d'auteur, donc SACEM, etc. Donc dans notre modèle de données, dans ce dashboard fait avec NeoDash, une application de graphe qui figure dans le Neo4j Desktop et que vous pouvez installer, eh bien nous avons des collecteurs qui en général apportent des aides en termes de droits d'auteur à différentes professions, ils sont spécialisés. Les collecteurs apportent des aides à des bénéficiaires pour des projets et les aides sont dans des catégories et les collecteurs protègent des œuvres. Voilà. À partir des relations entre les aides et les bénéficiaires et les aides et les projets, on calcule des embeddings, des vecteurs qui capturent cette connectivité des nœuds aides dans le graphe. Et à partir de ces embeddings et des montants des aides, on va déduire des relations de similarité. Ces relations de similarité nous permettent, pour toutes ces 50 000 et quelques aides, de déterminer des communautés. On voit aussi dans ce dashboard le top 10 des projets les plus financés, ou le ratio un peu maigre du nombre de bénéficiaires divisé par le nombre de membres pour chaque organisme collecteur. Tout de suite, on va voir comment on calcule ces embeddings. Donc on va aller dans le Neo4j Desktop voir quelques requêtes qu'on a sauvegardées, voilà, et qui montrent un peu ce process en détail. Alors premièrement, on va créer un graphe en mémoire avec les aides et les bénéficiaires. On va calculer un embedding, donc une vectorisation des aides et des bénéficiaires dans le graphe, et ça va être un vecteur de taille 20. On fait la même chose pour les aides et les projets. Ça nous donne une deuxième propriété, donc embedding aide projet. Et puis, autre étape, maintenant, grâce à ces embeddings et grâce au montant, on va utiliser un algorithme K-nearest neighbors de similarité. Donc il va nous permettre, donc, à partir des aides et de leurs propriétés montant, embedding, aide bénéficiaire et de projet, d'écrire des nouvelles relations similaires avec un score
en fonction de ce qu'on trouve dans les propriétés des nœuds, montant, embedding et embedding aide bénéficiaire et projet. Et puis, comme on obtient un graphe monopartite avec des aides et des relations de similarité, on va pouvoir détecter les communautés à l'aide de l'algorithme de Louvain. On va avoir une nouvelle propriété, Louvain, et c'est un algorithme qui est pondéré avec le score des relations. Donc on obtient des communautés que l'on peut regarder dans Bloom. Alors, ouvrons tout de suite Bloom. Voilà. On va pouvoir observer une communauté. Par exemple, voilà. Donc on retrouve l'organisme collecteur en jaune, en bleu les aides, les tailles des nœuds aides sont en fonction des montants, et puis en rouge les bénéficiaires et en marron les projets financés. Je vais révéler toutes les relations qui les connectent. Voilà, et on a une communauté ici d'aides avec des montants souvent similaires, d'accord. Et puis on retrouve par exemple des bénéficiaires qui sont en commun. Et puis on va pouvoir passer une requête qui va nous faire comprendre vraiment ce que c'est qu'un embedding. On le voit là ici sous forme de vecteurs. Et donc ces vecteurs, on va pouvoir calculer une similarité grâce à une fonction GDS de similarité cosinus. Donc on va revenir dans le desktop pour voir une requête préparée sur le sujet qui nous donne ici le résultat finalement de deux nœuds aides qui ont un embedding similaire. Voilà, et donc la distance entre les deux eh bien, est de 0,83, donc c'est une distance cosinus qui est réalisée à partir de la distance entre chacune des composantes des deux vecteurs. Voilà ce qu'on pouvait dire pour notre démo sur les embeddings. En conclusion, que va-t-on retenir? 3 points. Première chose, la plateforme de graphe Neo4j, c'est vraiment le squelette de votre système d'information. C'est la Core Data Management Platform. Deuxièmement, la bibliothèque Graph Data Science, eh bien, elle va vous permettre d'augmenter votre graphe avec des capacités nouvelles et notamment les graph embeddings. Troisièmement, qui permettent d'une part de détecter des similarités inconnues jusqu'alors, d'augmenter la puissance de nos moteurs de recommandation, de mieux détecter la fraude et pourquoi pas de désambiguïser des profils clients. Enfin, donc ces graph embeddings, ils peuvent être représentés dans des diagrammes en 2D ou 3D pour mieux les comprendre. Et puis, ils permettent une meilleure prédiction et une meilleure classification en enrichissant et en rendant plus précis des modèles prédictifs. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup. À bientôt.